Martine Lanibail, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes, après avoir été longtemps psychologue clinicienne auprès d'enfants en difficulté de vie. Est-ce que cela vous a incité à coordonner cet ouvrage qui porte justement sur les liens entre la mise en récit et la résilience? Alors à la fois oui et non. Non parce que c'est pas un ouvrage de psychologue ou de psychologie. Oui parce que c'est lors de cette première carrière que j'ai été sensibilisée aux situations extrêmes de vie. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu faire connaissance avec Boris Cyrulnik, qui a participé à cet ouvrage, et esquisser des relations entre ce qui ne s'appelait pas encore résilience et ce que j'observais dans ma pratique de la possibilité ou de l'impossibilité de construire un récit de sa vie. Et c'est entre autres ce qui m'a fait rejoindre le courant des histoires de vie en formation, qui a été impulsé en France par Gaston Pinault et qui est présent aussi dans ses lignes. Et c'est ce qui a apporté à cet ouvrage une dimension interdisciplinaire que d'autres collaborateurs ont renforcée. En effet, cet ouvrage comporte aussi, outre la participation de personnes, de membres de votre équipe, des chapitres, des collaborateurs, des membres de l'équipe de Boris Cyrulnik. Oui, ça rentre en effet dans notre optique de croisement de regards différents sur une thématique donnée, surtout quand elle est comme celle-ci transversale. Euh, et puis ça rencontre les deux thématiques qui sont en question, celle de la résilience qui depuis est tout à fait à la mode et cette médiatisation lui a fait perdre beaucoup de ses caractéristiques fondamentales et principales. Et puis la mise en récit de sa vie est aussi depuis à la mode et parfois les deux sont associés avec des attentes causalistes, c'est-à-dire qu'il vous arrive un coup dur, pour survivre on vous dit qu'il faut le raconter et à ce moment-là vous résilierez. Croiser les réflexions et les expériences de façon interdisciplinaire sur ces données-là a montré que ça n'était pas si simple, en tout cas pas automatique. Alors cet ouvrage est aussi le fruit d'une rencontre internationale, puisque la plus grande partie des textes viennent justement d'un colloque qui vous a réunis tous en Pologne. Oui, je travaille depuis 1997 avec la Pologne, qui est un pays qui a été lourdement meurtri dans l'histoire et qui est la terre d'origine de Boris Cyrulnik. Or, si celui-ci voyage dans le monde entier depuis longtemps, jamais encore il n'avait franchi le pas de se rendre en Pologne. Et chaque fois que j'y allais, mes collègues polonais le réclamaient depuis des années. Il a enfin accepté d'y venir avec nous autour de cette thématique qui nous a réunis en 2015. Malheureusement, les communications des collègues polonais n'ont pas pu être jointes à l'ouvrage car on n'a pas eu la possibilité de les faire traduire. Parce qu'en Pologne, en ce moment, ils travaillent sur un gros chantier autour de l'organisation d'une manifestation prévue en mai 2018 autour du centenaire de l'œuvre de Tomasz Znaniecki qui a donné naissance au courant des approches biographiques et ça prend toute leur énergie en ce moment. Alors comme on vient de le voir, l'ouvrage est interdisciplinaire et aussi international, mais il est également intergénérationnel. Oui, c'est une thématique qui m'est chère et j'essaye de la travailler chaque fois que l'occasion se présente. Et il se trouve que cet ouvrage est à la confluence et assure la transmission entre trois générations. Celle des pionniers fondateurs comme Boris Cyrulnik et Gaston Pinault. Ma génération venue juste après et qui sera représentée aussi dans l'ouvrage par Gérard Osterman et Mariano, qui est en train à son tour de passer le flambeau à la génération montante qui est représentée par Aneta Slovik de Pologne, celle qui a organisé ce colloque, et deux de mes doctorantes qui nous ont accompagnés, dont une brésilienne qui venait aussi pour la première fois en Pologne, dont est originaire une de ses grand-mères. Alors que ressort-il de majeur de ces croisements sur la thématique des liens entre la mise en récit et la résilience? Alors, l'ouvrage montre que le récit est effectivement un potentiel qui peut révéler, voire faire apparaître, un processus résilient chez une personne qui a été heurtée dans son chemin de vie, tout comme il peut accélérer, voire produire un processus inverse. Et c'est quelque chose qu'on a souvent négligé dans ce genre d'études. Si le récit, en effet, n'est pas neutre sur les représentations qu'on peut se faire de la vie
comme de sa vie, il n'est pas non plus tout puissant, il est aussi producteur de souffrances ou de difficultés. Aussi, c'est la façon dont il sera produit, dont il sera accompagné, dont il sera travaillé, qui pourra infléchir ses effets possibles dans un sens comme dans l'autre. C'est pour cela que le chapitre que j'ai rédigé dans cet ouvrage s'appelle « De l'avenir du récit, à mots retenus ». Alors ensuite, il y a un texte de Gérard Osterman, qui est médecin, psychothérapeute à Bordeaux, et qui travaille sur les traces qui donnent lieu au récit comme à la résilience, entre ce que nous disent la psychanalyse et les neurosciences. Et c'est intéressant aussi de croiser ces domaines disciplinaires par rapport à ces questions. Ensuite, Marie Hanot, qui est psychologue clinicienne, qui est professeure à l'Université de Lyon, et qui évoque le travail du récit comme, dit-elle, d'une exonération psychique. Et elle s'appuie sur l'effet de l'écriture chez un certain nombre d'écrivains, privés d'enfance, dit-elle, comme par exemple Michel del Castillo. Après Manuela Braud, qui est psychologue de l'orientation tout au long de la vie, qui est en fin de thèse en sciences de l'éducation, et qui nous montre que le récit n'investit pas que le passé, mais qu'il est tourné vers l'avenir, qu'il permet de pressentir, et elle a appelé cette démarche-là le RVA, le récit de vie anticipateur ou prospectif. Luciane Goldberg, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient du Brésil, de Fortaleza, présente ensuite sa thèse qui porte sur la biographisation par le dessin d'enfants qui vivent en institution au Brésil. Ça m'a rapproché de ma première carrière, puisque c'était une population d'enfants analogues, et les enfants sont assez souvent négligés dans les démarches de mise en récit de sa vie. Et là, elle a eu l'idée, pour ceux surtout qui manquaient de mots pour se raconter, de les inviter à se raconter par le biais du dessin ou de la bande dessinée. C'est tout à fait intéressant. Gaston Pinault clôt l'ouvrage par un remarquable texte à fleur de résilience sur son expérience de découverte du site des camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau, à quelques dizaines de kilomètres de la Basse-Silésie où avait lieu notre colloque. Et il a conclu ce texte sur l'importance des traces de vie et le devoir de mémoire qu'elles imposent, qui, via le récit qui les recompose, mettent en lumière nos difficiles chemins de résilience, ceci que les circonstances, limites, vécues, parfois obligent. Alors, pour terminer cette présentation, on peut noter que l'ouvrage avait donc été ouvert par Boris Cyrulnik, qui s'est montré tout à fait heureux de découvrir son pays d'origine, et Aneta Slovic, qui a retracé l'histoire de nos rencontres, pendant lesquelles, et là je la cite, nous avons cherché des réponses concernant ce que la résilience peut être dans le processus d'orientation, ce qu'elle et comment elle la cherche, de quelle manière, quel est le rôle de ceux qui vous aident à la trouver et à la créer à nouveau. Tout ça constitue un difficile autant qu'improbable labeur, toujours à remettre sur le métier de nos vies, afin de les poursuivre dans la rencontre, en œuvrant pour y activer le récit de façon productive.